Premier tour des législatives en France, la Macronie est talonnée par la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon et pourrait ne pas obtenir de majorité absolue. Situation extrêmement difficile à Severodonetsk où les forces ukrainiennes s'attendent à une large offensive russe pour s'emparer de la ville. Aux États-Unis, sénateurs démocrates et républicains se mettent d'accord sur un texte peu ambitieux visant à encadrer les armes à feu. Il y avait comme un air de victoire dimanche soir dans le quartier général de la NUPES, cette coalition des partis de gauche qui est en bonne position à l'issue du premier tour des législatives françaises ce dimanche. Ce bloc, constitué par Jean-Luc Mélenchon, est en passe de devenir la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. D'après les projections, la coalition présidentielle devrait obtenir une majorité, mais peut-être pas de majorité absolue. La Macronie pourrait rafler entre 255 et 295 sièges sur 577. La campagne du second tour promet d'être intense. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. Une semaine pour convaincre, une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Seule cette majorité forte et claire nous permettra de répondre aux urgences qui pèsent sur le quotidien des Français et de relever les défis d'avenir. Dimanche prochain, face aux extrêmes, en votant pour les candidats de la majorité présidentielle, vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de son avenir et de ses valeurs. Les candidats du Rassemblement national, pour leur part, n'ont pas réussi à capitaliser sur la dynamique de Marine Le Pen, qui avait engrangé à la présidentielle plus de 40% des voix au second tour. Mais le parti d'extrême droite devrait tout de même voir son nombre d'élus augmenter à l'Assemblée. Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre la République En Marche et la NUPES, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. À ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et ceux qui veulent vous priver de vos biens. Mais le grand gagnant de ce scrutin est sans surprise l'abstention, record qui s'élève à 52,49%. C'est un peu plus qu'en 2017. La situation devient extrêmement difficile à Severodonetsk. Kiev s'attend à une large offensive de la Russie qui pourrait engager toutes ses réserves afin de prendre cette ville stratégique du Donbass. D'après les forces ukrainiennes, Moscou souhaite totalement isoler la ville en empêchant tout passage d'hommes ou de munitions. La prise de Severodonetsk ouvrirait à Moscou la route de Kramatorsk, une étape supplémentaire pour conquérir entièrement le bassin du Donbass. Dans le sud, l'avancée russe a été stoppée aux abords de Mykolaïev, dernière grande ville du littoral avant Odessa. Dans cette zone, les combats tournent à la guerre de tranchées. Dans cette ville portuaire, un terminal céréalier a été détruit, empêchant les opérations d'import-export de blé. Tout bateau appareillant risque d'être coulé par l'armée russe, ce qui fait peser un risque sur la sécurité alimentaire de millions de personnes. La France a proposé son aide pour lever le blocus du port d'Odessa et permettre de faire sortir les céréales ukrainiennes du pays. La Turquie, pour sa part, a enclenché des négociations avec Kiev et Moscou sur ce sujet. À Mariupol, conquise par Moscou, la fête nationale russe a été célébrée dimanche avec des dizaines de drapeaux déployés dans la ville dévastée. Une fête également célébrée en Crimée avec des feux d'artifice. Yegor Polyakov est l'ancien chef du département économique de l'ENTA.ru, l'un des médias en ligne pro-gouvernementaux russes les plus populaires. Le 9 mai, Yegor et sa collègue Alexandra Miroshnikova ont décidé d'y diffuser des informations sur la guerre en Ukraine censurées par le Kremlin. Les articles ne sont restés en ligne que pendant 40 minutes. Les lecteurs étaient avertis que le contenu n'était pas approuvé par la rédaction. Il leur était conseillé de faire des captures d'écran.
Nous avons publié un certain nombre d'informations sur ce qui se passe réellement en Ukraine, dit Yegor, qui a quitté la Russie par peur de représailles. Les articles abordaient tous les sujets que les autorités russes voulaient passer sous silence, sur ce qui se passe en Ukraine, en Russie et dans le reste du monde. J'ai pris cette décision assez rapidement. J'étais sous le choc après le début de la guerre. J'ai alors réfléchi à la meilleure chose à faire pour moi et ma conscience. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour influer sur la situation. Il s'agissait d'abord de libérer ma conscience. J'ai l'impression que certains essayent de nier la responsabilité collective. De nombreux Russes tentent de se rassurer en se disant que le fait de ne pas s'engager politiquement signifie qu'ils ne participent pas à la guerre. Mais selon moi, dans une société moderne normale, cela ne fonctionne pas comme ça. Le fait de ne pas s'engager est une manière de cautionner ce qui se passe. Vous avez beau essayer de vous écarter du conflit, quand il se déroule sous vos yeux et que vous n'agissez pas, vous êtes complice, ou au minimum, vous êtes témoin. Le but était aussi de montrer aux Russes qui pensent de la même manière que moi qu'ils ne sont pas seuls. Parce que beaucoup de lois répressives ont été adoptées et que nous sommes obligés de vivre selon ces lois. Pour quelques mots, vous pouvez être condamné au minimum à une amende et au maximum à 15 ans de prison. Cela crée de l'angoisse. Ces articles étaient donc destinés à eux, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls à souffrir de la situation, pour les soutenir, leur remonter le moral, parce que la tyrannie ne peut pas être sans fin. Tôt ou tard, elle prendra fin. Aux États-Unis, sénateurs républicains et démocrates se sont mis d'accord dimanche sur quelques mesures visant à restreindre l'accès aux armes à feu. Un compromis rare, soutenu par le sénateur Chris Murphy, fervent militant de l'encadrement des armes à feu. Ce projet reste très en deçà des réformes réclamées par Joe Biden, mais le président américain a salué cette avancée sur Twitter, qui va dans la bonne direction, mais qui n'inclut pas tout ce qui est nécessaire pour sauver des vies. Cette initiative a été lancée après le massacre dans une école d'Uvalde, au Texas, le 24 mai, qui a fait 21 morts, dont 19 enfants. Ce projet prévoit un renforcement de la vérification des antécédents judiciaires psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans, ainsi que la possibilité de retirer leurs armes aux personnes jugées dangereuses. Mercredi dernier, un texte plus ambitieux avait été voté par la majorité démocrate à la Chambre des représentants qui interdisait la vente d'armes semi-automatiques aux moins de 21 ans, un texte qui n'a quasiment aucune chance de passer au Sénat. Les conséquences du Brexit se font encore sentir, notamment en Irlande. L'île est coupée en deux, le nord appartenant au Royaume-Uni et le sud indépendant étant membre de l'Union européenne. Ce découpage crée des problèmes de circulation des marchandises. Notre correspondant à Londres nous explique. Ce lundi, le gouvernement britannique doit présenter un nouveau projet de loi à la Chambre des communes de Londres afin d'annuler certaines parties du protocole sur l'Irlande du Nord qui font partie de l'accord de Brexit passé avec l'UE. Ce protocole a été conçu pour empêcher le Royaume-Uni de revenir sur l'accord du Vendredi Saint. Cet accord de paix, conclu à la fin des années 1990, stipule qu'il ne peut y avoir de frontières dures entre les deux Irlandes. Pour cela, l'Irlande du Nord, contrairement au reste du Royaume-Uni, doit rester dans le marché unique de l'Union européenne, ce qui signifie qu'il doit y avoir une frontière en mer d'Irlande. De sorte que les marchandises en provenance d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse sont donc soumises à des contrôles douaniers lorsqu'elles arrivent dans les ports d'Irlande du Nord. Il s'agissait d'un compromis, mais la communauté loyaliste et ses partis politiques en sont
montré mécontent. Le DUP, le plus grand parti unioniste d'Irlande du Nord, refuse actuellement de revenir au gouvernement en Irlande du Nord à cause de cela. Le gouvernement britannique tente donc d'annuler unilatéralement certaines parties de l'accord de Brexit en disant que ces contrôles douaniers n'ont pas à être effectués. Le gouvernement de la République d'Irlande, l'Union européenne et les États-Unis s'y opposent fermement. Mais le gouvernement britannique est catégorique, ce qu'il fait est légal car il affirme que le système ne fonctionne pas.